Ok. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Je salue le public qui est présent, nombreux ce soir aussi. Et je vous propose donc qu'on entame cette séance. Il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Ce serait bien, je le souligne, que voilà, ce soit un adjoint, puisqu'on n'a pas fait encore toutes les délégations de signature. Donc pour des questions pratiques, Maxime, tu veux bien remplir cette fonction? Je te remercie. Il nous faut à présent approuver le PV de la séance du 16 avril dernier. Est-ce qu'il y avait parmi vous des remarques sur les documents qui vous ont été transmis? S'il n'y en a pas, je soumets donc ce procès-verbal à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. S'agissant des décisions prises en vertu des différentes délégations, vous en avez reçu communication. S'il y avait quelconque question, n'hésitez pas à nous en saisir. Et puis, juste en préambule de ce conseil, vous faire une petite communication, évidemment, par rapport aux faits qui se sont déroulés cet après-midi dans le centre-ville, où 2 jeunes de 17 et 19 ans ont été poignardés, suscitant évidemment beaucoup d'émotions, parce que c'était à une heure de grande fréquentation. Ça s'est passé dans des commerces, près de commerces. Donc je voudrais juste souligner, et Maxime le ferait sans doute mieux que moi, mais l'intervention rapide de la police municipale qui a prodigué les premiers secours. La police nationale est venue rapidement, les pompiers bien entendu aussi, les élus se sont déplacés aussi pour aller soutenir un peu tout le monde. On n'a pas d'éléments précis ou concrets à communiquer pour le moment. Sachez simplement que les 2 jeunes dont l'état était préoccupant sur le moment, aujourd'hui, maintenant plus exactement, n'ont plus de pronostic vital qui soit engagé. Malgré tout, ils ont été emmenés à Annecy, voilà, pour être sûr que tout va bien. Donc l'enquête, évidemment, suit son cours. On a fait un communiqué de presse invitant tout le monde à la retenue, puisque ça s'est passé une heure de grande fréquentation, qu'il y a peut-être déjà des informations, des photos ou que sais-je qui circulent, voilà, pour respecter ce temps d'enquête. On a eu également le commissaire de police Boussena qui nous a dit que ce week-end et dans les jours qui venaient, ils allaient renforcer la présence de la police nationale en centralité pour rassurer un petit peu tout le monde. Voilà. Je ne sais pas si Maxime, tu voulais rajouter quelque chose? Merci. Et puis j'avais eu 2 demandes de questions de la part de Dominique. Donc je vous laisse, enfin Dominique et puis Nicolas. Donc je vous laisse les poser. Je vous en prie. C'est Nicolas qui parle en premier. Oui, merci Monsieur le maire et chers collègues du conseil municipal. Bonsoir à toutes et à tous. Alors évidemment, avant de pouvoir avoir ce temps de parole, et je vous remercie, Monsieur le maire, de nous l'accorder, évidemment, pour ne pas paraître complètement en décalage, je voudrais, c'est les faits du jour, assurer que nous participons évidemment à toute la retenue que vous avez demandée dans le communiqué de presse, parce qu'on sait que en ce genre de situation dramatique, des choses peuvent s'emballer et parfois être dites, et nous n'y participerons pas, bien sûr. Donc voilà, on est tout autant touchés et on participe à cette retenue. Merci. Alors, moi, c'est normal, je vais revenir sur le 1er mai, c'est l'objet de ma prise de parole. Alors, en décidant d'autoriser le marché sur ce 1er mai, le marché ouvert, vous n'avez pas pris une simple décision d'organisation. Effectivement, vous avez rompu avec un principe que nous estimons fort, celui du respect du seul jour obligatoirement chômé, férié de notre calendrier républicain, et c'est un choix que nous n'avions jamais fait. Alors, on ne l'avait jamais fait pour 2 raisons. Je vais être rapide sur la première. Nous considérons que ce jour revêt une symbolique particulière. Alors, je vais être rapide parce que cette assemblée n'est pas le lieu d'un débat national. Et donc, je vais simplement rappeler que le 1er mai n'est pas un jour comme un autre, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Je pense que j'apprends rien à personne. Et depuis 150 ans, cette fête porte une exigence simple. Elle vise à permettre à chacun, à chacune de vivre dignement de son travail, qui est souvent la seule source de revenus disponible pour le plus grand nombre. Voilà, c'est une valeur, je pense, le travail qu'on partage tous ici, donc je ne m'étends pas plus. La deuxième raison sur laquelle, là, je vais plus insister, c'est qu'il existe une loi, alors je parle bien de la loi actuelle, pas
de la loi qui peut-être existera dans un an ou pas, de la loi actuelle, et celle-ci est quand même stricte. Elle stipule, à travers un article 31-33, alinéa 3, qu'il n'est pas permis de travailler sur ce jour férié, le 1er mai. Et c'est complété par l'article 6, qui, lui, ajoute une dérogation possible pour les établissements, services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail. Voilà. Alors, dans ce cas, et je ne m'étends pas, tout ça est évidemment facile à trouver, il faut verser une indemnité égale au montant du salaire, c'est-à-dire qu'en gros, on paye double les employés et salariés qui seraient concernés. La loi ne précise pas, la loi actuelle, encore une fois, ne précise pas la nature exacte de la dérogation, et par ailleurs, elle n'évoque pas la notion de volontariat. Alors, ceci étant dit, dans la communication, votre communication, vous, monsieur le maire, et votre majorité, vous avez précisé dans l'article du Dauphiné libéré, paru le 1er mai, qu'aucun agent ne serait mobilisé, il n'y aurait aucun nettoyage de la place prévu par les agents de la ville le 1er mai. Sur la page Facebook officielle de la ville, dans 2 communications différentes, parues le 27 avril et le 1er mai, dans des réponses à des questions qui sont posées par des habitants et habitantes, la ville, donc notre ville, précise qu'aucun agent municipal ne travaillera ou n'a travaillé selon la publication. Il est aussi mentionné qu'un agent volontaire a travaillé, lui, afin de veiller au bon déroulement du marché. Alors les faits semblent différents. En tout cas, nous savons que plusieurs employés ont travaillé sur ce 1er mai de la ville, dans l'après-midi, afin de procéder au nettoyage de la place, en sus de l'agent dit volontaire. Alors de 2 choses l'une, soit on considère que la tenue du marché ouvert est une activité critique dont, par nature, ne peut pas être interrompue et donc permet le travail en 1er mai, et dans ce cas, la communication nous apparaît comme incohérente, puisqu'on peut tout simplement assumer qu'on a fait travailler des agents, puisque c'est autorisé, pas de sujet. Soit la tenue de ce marché, et nous pensons plutôt qu'il s'agit de ça, enfin c'est pas nous, c'est la jurisprudence, ne permet pas le travail, qu'il soit volontaire ou pas. Il y a une jurisprudence qui explique que ce qui ne peut pas être arrêté comme travail, c'est plutôt le fonctionnement d'un hôpital, c'est plutôt le fonctionnement d'une centrale nucléaire, vous comprendrez, et avec tout le respect que nous avons pour le commerce, et notamment le marché, ceux qui y travaillent, le font vivre, l'encadrent, ceux qui y vont, consomment, que ce n'est pas une activité aussi essentielle. Alors, on comprend un peu mieux la communication, mais pour nous, elle s'avère être mensongère dans la mesure où des gens ont travaillé alors qu'il était dit que personne n'avait travaillé. Alors, par-delà les avis et les considérations de chacun et de chacune au sujet du 1er mai, tous en avoir, la loi est la loi et elle s'applique. Alors, pourriez-vous, monsieur le maire, ou éventuellement monsieur le premier adjoint, bon, peut-être plus tard, nous apporter des éléments de réponse, parce que piloter une collectivité, ce n'est pas simplement une gestion d'événements qui arrivent les uns après les autres, c'est aussi donner une ligne. D'ailleurs, vous l'avez prouvé là tout à l'heure par votre intervention. Ce n'est pas céder à toutes les pressions particulières, c'est dire ce qu'on respecte, et en particulier la loi. Donc pour nous, le respect des employés, et j'en terminerai ainsi, ne peut pas être une variable d'ajustement, ce n'est pas un simple détail dans l'organisation d'un événement, quel qu'il soit. Voilà, c'est une boussole, et il en va du même du respect de la loi. Faire autrement, c'est envoyer un message aux agents, aux habitants, aux habitantes, en fait à nous tous. Il y a une loi, il faut l'appliquer. Et si ce message n'est pas celui-ci, eh bien nous le contestons fermement. Alors, je vous remercie pour avoir accordé ce temps de parole. Merci. Bien, merci pour votre intervention. Vous rappelez le sens historique du 1er mai, auquel je pense tout le monde est attaché ici. Ça fait partie de l'histoire et des traditions françaises. D'ailleurs, ce même 1er mai au matin, on a reçu, comme c'est la tradition et comme votre équipe le faisait au préalable, les représentants des syndicats. On a discuté avec eux, on a même eu, on a assisté aux discours qui se sont produits sur la place de l'Hôtel de Ville, où d'ailleurs ils ont pu exprimer en partie ce que vous venez d'exprimer à l'instant sur le sens du 1er mai, sur les discussions en cours, sur la loi, son évolution, qui ne sont effectivement pas encore gravées dans le marbre. S'agissant du marché plus précisément, puisque c'est là-dessus que vous nous interpellez, on avait cette difficulté effectivement avec un mois de mai où il y a 2 vendredis qui sautent. Et effectivement, énormément de commerçants qui nous ont dit « Nous, on veut travailler, on a besoin de travailler. Parce que c'est là qu'on gagne notre argent, parce que ce sont des jours fériés où les autres habitants de la commune sont là et présents et peuvent enfin, eux aussi, se rendre au marché. » Et c'est vrai que pour s'être rendu sur le marché dans la foulée de l'événement avec les syndicats, je peux vous dire que c'était un marché magnifique. Il y avait énormément de monde, les gens étaient ravis, ça faisait la queue à tous les étals, ça donnait des airs presque estivaux à cette place, à son marché, à son fonctionnement.
Et le retour est extrêmement positif, évidemment, de la part des commerçants, mais aussi des habitants qui ont pu effectivement flâner, faire leurs achats, parce que nous l'avions en effet autorisé. S'agissant du personnel, on n'a jamais dit qu'il n'y avait aucun membre du personnel mobilisé pour ça, puisque nos placiers étaient là. Par contre, effectivement, le gros nettoyage qui se fait d'habitude dans la foulée ne s'est pas fait. La police municipale n'y est pas passée, il n'était pas là. C'est la police nationale qui est passée une fois ou deux. Donc on avait très peu d'agents mobilisés et qui l'ont fait parce que enfin, ça s'est très bien passé, on ne les a pas forcés, on n'a forcé absolument personne pour ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, et effectivement ça va se passer probablement de la même façon demain. Merci, je crois que vous aviez une deuxième question. Oui, c'est moi qui vais vous la poser. Oui. Ça portait, merci de me donner la parole. Je vous en prie. Ça portait sur l'interdiction des trottinettes et des vélos dans les zones piétonnes. On a vu que vous vous étiez exprimé dans la presse ainsi qu'à la radio sur ce sujet. Et voilà, on avait un certain nombre de questions et puis on a une position différente sans doute en la matière, mais on pourra donc en discuter. Oui. Évidemment que nous sommes sensibles à la sécurité et au confort de tous les usagers de l'espace public. Cependant, cette décision elle est quand même dommageable pour la promotion des modes actifs comme le vélo. Le régime de circulation qui autorise le vélo au pas dans les zones piétonnes, elle assure une accessibilité locale sûre pour les cyclistes du fait justement de l'absence des véhicules motorisés. Les usagers et usagères débutants, justement, ils peuvent se saisir de cet espace-là pour commencer à faire du vélo, y compris les enfants, du fait de l'absence de ce véhicule. Même si nous avons des voies cyclables, vous en conviendrez que ce n'est pas encore suffisamment sécurisé pour les vélos. Et par ailleurs, il y a beaucoup plus d'accidents impliquant des véhicules motorisés avec des piétons et des vélos que des accidents impliquant des vélos avec des piétons. C'est vraiment très marginal. La zone piétonne, elle permet une connectivité supplémentaire comme lieu de trajet, en l'absence d'alternatives sécurisées pour les vélos. Je prends pour exemple la rue Pasteur et Vétéran. Elles permettent une alternative avec la fin de la rue, la deuxième partie de la rue du Faucigny et des voies rondes parce qu'elles vont être dédiées aux trams. Et la place d'un vélo, ce n'est pas sur les voies de tram. La mesure aussi, elle va avoir un effet de dissuasion de l'utilisation du vélo en ville, alors que la majorité des cyclistes, ils sont respectueux. Avec cette mesure, en fait, c'est l'ensemble des cyclistes qui sont sanctionnés dans leur usage quotidien, alors que nous savons tous que c'est la vitesse excessive de quelques-uns qui pose problème, et particulièrement, on ne va pas se le cacher, de la trottinette électrique. Un agent de police municipale, il est à même de savoir si la personne, elle roule au pas ou si elle va trop vite pour verbaliser. Et la communication faite laisse à penser en fait que le vélo, il est dangereux pour les piétons, ce qui est faux. Merci. Alors, concernant les questions, on se demandait pour les 2 roues motorisées des riverains qui peuvent entrer et sortir de la zone piétonne. Est-ce qu'eux aussi vont pousser leur véhicule ? Je pense également au personnel de la mairie. Alors, ils utilisent leur vélo pour venir travailler, mais ils l'utilisent aussi pour aller d'un service à un autre. C'est ce qu'on a prôné avec dans le plan de déplacement de l'administration. Et puis, il y a des voies cyclables sur certains espaces piétonnisés. Moi, je pense au parvis de la gare. Donc, quelle est votre position sur cette question ? Et enfin, les vélos de livraison de la restauration rapide. Est-ce qu'eux aussi, ils vont devoir mettre pied à terre comme le reste ? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous invite vraiment à pratiquer quotidiennement le vélo afin de vous rendre compte des difficultés que les cyclistes ont en matière de sécurité et de cette difficulté supplémentaire que vous allez leur imposer. Et il ne faut pas oublier qu'un cycliste, c'est une voiture en moins sur les voiries circulées. Et ça, c'est très important. On sera tous d'accord pour se dire qu'il faut fluidifier nos axes de circulation. C'est meilleur pour la qualité de l'air. Et le vélo, c'est une des solutions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maxime, je te passe la parole pour la réponse. Oui, bonsoir à tous. Déjà, moi, je suis ravi que l'opposition puisse poser des questions
qui ont été posées 48 heures avant le Conseil. Je crois que le règlement intérieur, c'est un poil plus. Dont acte, ça montre une certaine flexibilité de notre part et j'en suis premièrement ravi, en tout cas pour la démocratie. Par rapport à votre intervention, plusieurs points. Vous n'avez pas eu encore l'arrêté entre les mains, si je ne m'abuse. Et je vais vous rassurer déjà sur plusieurs points. Le premier, par rapport aux enfants, je vais aller très vite et vous me reprendrez si j'en oublie, je m'excuse par avance. Donc dans l'arrêté, selon les articles de loi, les enfants de moins de 8 ans pourront toujours faire du vélo dans l'espace piéton. Ça, c'est voilà, ils pourront déjà apprendre. On a pris cette décision, pourquoi ? Parce que effectivement, si on a fait campagne tous autant qu'on est ici autour de la table, et c'était un souhait des Annemassiens. Voilà, on répond à un souhait des Annemassiens qui était de marcher d'une manière paisible au sein de la zone piétonne. Elle est toute belle, c'est votre œuvre, si je peux me permettre, et à nous maintenant de la faire vivre de la meilleure des façons. C'est la première des choses. La seconde, vous évoquez les agents de la ville. Je vais l'arrêter en tant que tel, déjà pour qu'il ne soit pas attaquable, il faut qu'il soit borné dans le temps et dans l'espace. L'espace, vous l'avez compris, c'est les zones de l'ultra-centre, donc celles qui sont autour de nous et celles de Chablais Park. La place de la Gare que vous citez n'est pas dans l'arrêté, premièrement. Ensuite, il sera du lundi au samedi, puisqu'on ne peut pas le faire 7 sur 7, et de minuit, enfin en tout cas, vous pourrez faire de la trottinette ou du vélo en ville de minuit à 8h du matin. Voilà, c'est ce que j'ai dit aux agents, s'ils veulent venir travailler, ils peuvent venir à 8h, ils ne seront bien sûr pas verbalisés, il n'y a pas de problème là-dessus. Sachant que derrière, autour de nous, il y a la rue de la Gare et il y a plein d'autres endroits où ils peuvent passer. C'est vrai que ça peut paraître un peu strict dans la démarche et dans l'utilisation, mais je pense que la ville d'Annemasse a besoin de ces signaux-là aujourd'hui. Voilà, j'en suis peut-être navré, mais si vous commencez à intégrer les vélos cargo, les livreurs à vélo avec les vélos électriques et tout ça, finalement, tout le monde va se dire artisan, va se dire livreur, et pourquoi moi et pourquoi pas lui. Voilà, donc c'est une démarche claire, stricte, c'est vrai, mais on n'interdit pas pour autant. Le pied-à-terre, c'est pas une interdiction. Voilà, vous pouvez être pied à terre et continuer à avoir vos vélos à côté de vous d'une manière totalement libre. Et enfin, si vous aviez lu tout le paragraphe de la conférence de presse, vous auriez vu l'attention qu'on porte aujourd'hui sur la protection des cyclistes sur leurs bandes cyclables. Nous allons verbaliser d'une manière, grâce à la vidéo-verbalisation, toutes les voitures, et là je suis d'accord avec vous, qui se garent sur les bandes cyclables de manière totalement anarchique. C'est un mal annemassien, ça j'en conviens, je ne fais pas de vélo, je ne le pratique pas. Monsieur le maire en pratique, d'autres de nos élus le pratiquent parfaitement, mais ça me rend dingue de voir toutes ces voitures stationnées sur les bandes cyclables. Et il y a un vrai message ici à envoyer à tous ces gens qui pensent éviter les amendes des bandes cyclables plutôt que de la voiture qui tourne. Le message va être très clair ce soir et je compte sur la presse pour le faire passer. Toutes les voitures qui seront garées sur des bandes cyclables seront verbalisées. Voilà. On doit rendre aussi, d'une manière simple et agile, l'accès aux bandes cyclables pour tous les utilisateurs, et je suis d'accord avec vous, contribuer à l'essor du vélo en ville. Voilà. On doit vivre d'une manière saine et apaisée. C'est une démarche. Les riverains ceux qui sont des riverains ont le macaron air piétonne comme nous pour certains véhicules. Donc voilà, et la police fera son travail de la meilleure des façons, mais en toute intelligence également. Voilà, je vous remercie. Merci Maxime pour la réponse. On en reste là ? Merci. Du coup, je vous propose de reprendre l'ordre du jour. Je vous fais part des pouvoirs qui ont été reçus. Hamid Mehdi donne pouvoir à Christophe Borel. Raja Mehdi donne pouvoir à Maxime Gaconnet. Steve Bonnard donne pouvoir à Azad Ates. Ferial Jafali donne pouvoir à Anissa Haddad. Nastia Wajdouni donne pouvoir à Stéphane Hamza, Bulent Kassirga donne pouvoir à Sébastien Lesage, et puis Joseph Favre donne pouvoir à Dominique. Ah oui, voilà, j'avais pas vu le... Ok, parfait. Et nous avions également Hichem Lemissi qui donne pouvoir à Junette Yezilut. Et je crois qu'on a fait le tour des pouvoirs. Merci bien. Je vous propose qu'on passe à la première délibération avec la création de la commission consultative des services publics locaux.
Et il nous faudra désigner donc les membres représentant notre collectivité. Donc cette commission s'intéresse évidemment au suivi et au fonctionnement des délégations de services publics consenties par la municipalité et notamment examine une fois par an le rapport sur le fonctionnement de nos différents délégataires. Vous avez, je crois, été saisi à la fois donc, enfin les deux oppositions pour faire des propositions pour être dans cette liste, ce qui nous permettrait d'avoir une liste commune à vous proposer ce soir. Il n'y a pas d'affichage au tableau de prévu? Ah si, voilà, bah voilà, tout est là. Donc on aurait 5 membres issus de la majorité, Maxime Gaconner, Adja Mehdi, Christophe Borel, Steve Bonnard, Christophe Maïka, et 2 membres donc issus des listes minoritaires, Monsieur Nicolas Le Beauguyot et Monsieur Hichem Lemissi. Voilà, donc je dois... Oui, il y a aussi, au-delà des représentants élus, un certain nombre de membres extérieurs qu'on vous propose de désigner. Et on doit avoir, j'imagine, sur le PowerPoint, quelque chose à montrer, non? Non, pas sur celle-là. Ah, pas sur celle-là. Donc là, ce qui était proposé, c'était Monsieur Joël Prieto pour l'association UFC Que Choisir de Haute-Savoie, Monsieur Yves Mouchet pour l'association Club Hôtelier Annemasse-Genevois, Monsieur Nicolas Giraud pour l'association Côté Annemasse et Madame Victoria Vertunova sera sa suppléante. Et enfin, Monsieur Jacques Dupuige pour l'association Annemasse Commerce et Madame Déborah Ventura qui sera sa suppléante. Voilà donc pour l'ensemble des élus et personnalités extérieures qu'on vous propose de désigner pour composer cette CCSPL. Est-ce qu'il y avait d'autres candidats ? Et s'il n'y en a pas, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on fasse le vote à main levée? On a l'unanimité là-dessus, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Donc je soumets la liste à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Merci à tous. On enchaîne avec la création de la commission de contrôle financier. Non, c'est pas ça? Si. Ah si, j'ai entendu un mouvement dont je me suis dit j'ai dû aller trop vite, non? Donc la création de la commission de contrôle financier, avec là aussi 5 membres issus de la majorité et 2 membres issus des listes minoritaires. Là aussi, on a la faculté de faire une désignation à main levée si vous en êtes d'accord. Vous avez sous les yeux les noms qui vous sont proposés. Amin Mehdi, Maxime Gaconner, Adja Mehdi, Christophe Borel, Christophe Maïka, Dominique Lachenal et Djounette Yezilurt, les mêmes en fait que nous venons de vous présenter pour la CCSPL précédemment. Pas tout à fait les mêmes. Ok. J'ai le rhume, je suis pas bien. Est-ce qu'il y avait d'autres candidatures? Tout le monde est ok pour qu'on vote à main levée? Je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Merci beaucoup. Nous avons ensuite toute une série de désignations à faire. Oui. Ah pardon, j'ai pas vu. De solliciter Dominique. la parole, monsieur le maire. Oui. En fait, je voulais d'abord, au nom du groupe, vous remercier pour l'acte démocratique que vous avez fait de nous proposer de rentrer sur la liste de façon à simplifier les choses et à montrer qu'on peut travailler aussi certainement ensemble sur les différentes commissions. Donc, je trouvais que c'était un acte important, symbolique, d'autant plus que j'étais un peu inquiète par rapport au précédent conseil et la position qui avait été prise à un certain moment par votre majorité. Donc là, on est sur un autre schéma, et c'est l'esprit et la lettre qui est respecté. Donc, merci de cette attitude. Et enfin, je voulais juste compléter une chose, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a des délais de 48 heures qui sont donnés, et à une demi-heure près, c'est vrai que les choses étaient un peu dépassées. Mais la demande, l'interrogation qui vous a été adressée, en tout cas a été adressée au service, à votre cabinet et à vous-même, comportait beaucoup de demandes, et j'imagine que l'ensemble des réponses pourra venir plus tard. En tout cas, j'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir en discuter sur le fond. Voilà, d'autres occasions.
Merci, sûr. Monsieur Blais. Merci, je vous en prie. Bien. On revient donc à la troisième délibération avec la désignation des représentants de la ville dans les établissements scolaires. Donc, on en a probablement un tableau, ou pas forcément. Ah, on a un petit problème technique, sinon je le fais à la voix. Hein. Allez, je fais à la voix. Donc, pour l'école élémentaire, les hutins, nous vous proposons, à chaque fois, c'est un titulaire et un suppléant, pardon. Pour l'école élémentaire Les Hutins, donc Anissa Haddad et en suppléante Madame Radjamedi. Pour l'école élémentaire La Fontaine, même chose. Anissa Haddad en titulaire, Radjamedi en suppléante. Pour l'école élémentaire Marianne Cohn, Radjamedi en titulaire et Nadia Munier en suppléante. Pour l'école élémentaire Mermoz, Radjamedi en titulaire et Nadia Munier en suppléante. Pour l'école primaire Bois-Livron, Madame Anissa Haddad en titulaire, Madame Radjamedi en suppléante. Pour Saint-Exupéry, Madame Nadia Munier en titulaire et Radjamedi en suppléante. Pour Camille Claudel, Madame Nadia Munier en titulaire et Radjamedi en suppléante. Pour l'école maternelle des Hutins, Monsieur Azad Athès en titulaire et Madame Noélie Bernard en suppléante. Pour l'école maternelle La Fontaine, Madame Noélie Bernard en titulaire et Monsieur Azad Athès en suppléant. Pour l'école maternelle Marianne Cohn, Madame Noélie Bernard en titulaire, Azad Athès en suppléant. Pour l'école Jean Mermoz, Monsieur Azad Athès en titulaire, Madame Noélie Bernard en suppléante. Pour l'école Simone Veil, un titulaire, Madame Radjamedi, et en suppléante, Madame Ramona Desmond. Et enfin, pour les écoles, collèges et lycées publics, pour Louise Michel, un titulaire, Monsieur Azad Athès, et en suppléante, Madame Noélie Bernard. Pour les écoles privées, pour la Chamarette, Radjamedi en titulaire, Stéphane Hamza en suppléant. Pour Saint-François, en titulaire, Radjamedi, en suppléant, Stéphane Hamza. Et pour le collège Michel Servet, en titulaire, Anissa Haddad. Et en suppléant, M. Christophe Borel. Pour nos deux lycées, Jean Monnet, Madame Nadia Munier en titulaire, Christophe Borel en suppléant. Et pour le lycée d'Aiglières, Nadia Munier en titulaire et Christophe Borel en suppléant. Voilà la liste de nos représentations dans tous les établissements scolaires de la ville. Est-ce qu'il y avait des remarques ou questions? C'est bon pour tout le monde? Je vous propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci à tous. On continue avec les désignations des représentants de la ville dans d'autres structures ou associations. On va probablement avoir le tableau là aussi qui va s'afficher. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Donc tout d'abord avec l'association Amorce, où on propose en titulaire Shadia Limam et en suppléant Nasser Hadji. L'association d'aide à domicile, alors je vous propose un petit changement à la place de la titulaire qui figure sous vos yeux, c'est de me mettre moi-même, puisque je suis aujourd'hui président de cette association. Et qu'il faut que je continue, sinon la directrice va me faire des problèmes. Donc je vous propose de remplacer Ferial Jafali par moi-même, et donc en suppléante, Madame Anissa Haddad. Pour l'association Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, donc on vous propose de désigner Nasser Hadji. L'association des villes pour la propreté urbaine, on vous propose de désigner Sébastien Lesage et un agent de la collectivité en la personne de Marc Bonnière. Pour l'association Nous aussi, en titulaire, Madame Anissa Haddad et en suppléant Ferial Jafali. Pour l'association Passage, en titulaire, Madame Ferial Jafali, en suppléante, Madame Noélie Bernard. Pour l'association de la Villa du Parc, en plus du représentant qui sera Christophe Borel, on vous propose de désigner Monsieur Anthony Margollet. Et pour l'office de commerce, on vous propose de désigner Emma Bonnet. Voilà pour l'ensemble de ces structures ou associations dans lesquelles nous devons siéger. Est-ce qu'il y avait des remarques ou questions sur ce point? S'il n'y en a pas, je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci à tous. On continue avec un certain nombre de commissions. Elles vont s'afficher. Voilà.
Donc tout d'abord la commission communale des marchés, où il nous faut désigner 3 représentants en plus du représentant du maire. Donc on vous propose Emma Bonnet, Monique Desmelis et Sébastien Lesage. Pour la commission municipale des terrasses, on vous propose Emma Bonnet, Monique Desmelis, Sébastien Lesage et Bulen Kassirga. Pour la commission locale d'évaluation des charges transférées, on propose en titulaire M. Steve Bonnard et en suppléante Shadia Limam. Pour la commission locale d'insertion, 2 délégués sont proposés, Ferial Jaffali et Noélie Bernard. Et puis enfin, pour la commission départementale d'aménagement commercial, nous vous proposons Amine Mehdi. Est-ce qu'il y avait des remarques ou questions sur ces propositions ? Je soumets donc à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Merci à tous. En point 6, nous devons désigner un correspondant défense pour la commune qui sera chargé de faire le lien effectivement avec les questions militaires. On vous propose donc de désigner Maxime Gaconnet et en suppléant Stéphane Moncel pour assumer cette fonction. Est-ce qu'il y avait des remarques ou questions ? Je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Merci à tous. On a ensuite 2 points qui concernent des garanties d'emprunt. Steve Bonnard doit nous rejoindre dans quelques instants. Donc, on verra. Si jamais il devait arriver après la fin du conseil, je ferai moi-même ces délibérations. Mais je vous propose juste de les passer en fin d'ordre du jour, si vous le voulez bien. Et du coup, on peut passer à la délibération numéro 9 sur les modifications du tableau des emplois. Je passe la parole à Stéphane Hamza. Bonsoir à tous, bonsoir mes chers collègues. C'est une première pour moi, un honneur, parce qu'en fin de compte, j'ouvre le bal. Alors, le point qu'on va regarder, c'est le tableau des emplois. Donc, vous avez reçu un exemplaire avec tous les éléments de délibération. Donc, ce point porte sur la mise à jour du tableau des emplois de la ville qui prendra effet le 13 mai. Donc, pour un mot de contexte, pour mes collègues nouvellement élus comme moi, le tableau des emplois est le document qui recense l'ensemble des postes de la collectivité. Il est voté par le conseil municipal conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique. Et c'est nous, l'Assemblée délibérante, qui créons et modifions et supprimons les emplois. Donc, sans cette délibération, aucun recrutement ne peut légalement avoir lieu. Ce soir, il nous est proposé d'approuver 4 mouvements qui répondent aux besoins identifiés par les services. Non, vas-y. Oui, 2 créations d'abord. Pardon. Il y a un poste de chargé de gestion administrative catégorie B à temps complet rattaché au cabinet du maire. Donc ce poste vise à renforcer la capacité d'interface avec les habitants et le suivi administratif de proximité. Ensuite, il y a un poste d'assistant administratif catégorie C à temps complet rattaché à la direction de l'urbanisme et foncier patrimoine pour répondre aux besoins croissants de ce service. Ensuite, on a une modification pour un poste mixte qui combinait des fonctions de restauration et d'entretien à temps non complet et qui était dissocié en 2 postes distincts, pour qu'il soit dissocié en 2 postes distincts. Il va devenir un poste de restauration rattaché à la direction éducation petite enfance et un poste d'entretien rattaché à la direction patrimoine bâti. Cette dissociation permet une gestion plus lisible et une meilleure adéquation entre les missions et les services concernés. Enfin, une suppression, c'est le poste d'assistant au protocole catégorie C au cabinet du maire qui est supprimé. Ce poste n'était plus adapté aux besoins actuels du cabinet. Ces 4 mouvements s'inscrivent dans le tableau des emplois complets de la ville qui recense l'ensemble des postes au 13 mai 2026 et figurent dans vos documents préparatoires. Je vous invite donc à vous y reporter pour avoir une vision d'ensemble. Ces mouvements traduisent une approche pragmatique. Nous adoptons nos effectifs aux réalités du terrain sans augmenter mécaniquement la masse salariale. Les crédits nécessaires sont souscrits au budget de la ville. Je propose donc au conseil municipal d'approuver la création, les modifications et les suppressions d'emplois mentionnés et d'approuver le tableau des emplois modifié prenant effet au 13 mai 2026. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce qu'il y avait des remarques ou questions sur
le sujet que vient de rapporter Stéphane. Oui, Dominique. Non, je voulais simplement souligner pour encourager M. Hamza, le tableau des emplois revient systématiquement puisque c'est l'avis des services. La seule chose, c'est qu'évidemment, le Conseil doit rentrer dans l'ordre du budget, ça c'est clair. Et il est évident que c'est normal de s'adapter aux besoins des services, voilà, et des habitants. Donc merci pour cette présentation. Merci. Oui. Merci, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou questions? C'est bon pour tout le monde. Je vous propose donc que nous votions formellement. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. On enchaîne avec le point numéro 10. Et je laisse la parole, puisqu'on est toujours sur un sujet richesse humaine. Je t'en prie, Stéphane. Merci. Donc là, ça concerne la participation au concours ATSEM, donc principal de deuxième classe et assistant socio-éducatif, avec du coup une convention à signer avec la CDG 74. Donc ce point concerne la participation de la ville d'Annemasse à l'organisation des 2 concours de fonction publique territoriale pour la session 2026. En application de l'article 26 de la loi du 26 janvier 84, c'est le centre de gestion, donc ce qu'on appelle le CDG 74, qui organise les concours d'accès aux cadres d'emplois territoriaux. Chaque année, il recense les besoins des collectivités, de son ressort, et répartit les coûts d'organisation entre toutes les collectivités au prorata des postes déclarés. Pour cette session, la ville a déclaré un besoin d'un poste sur chacun des 2 concours, poste d'ATSEM principal de deuxième classe et un poste d'assistant socio-éducatif. Ce sont les 2 conventions que l'on soumet ce soir. L'objectif est simple, nous avons des agents contractuels qui occupent des emplois permanents. Ces postes ont vocation réglementaire à être occupés par des fonctionnaires titulaires. En déclarant des postes au concours, nous offrons à des agents la possibilité de se présenter et, s'ils réussissent, d'accéder au statut de fonctionnaire. C'est donc dans leur intérêt direct. Par ailleurs, si aucune collectivité ne déclare de poste, les concours ne peuvent être organisés. C'est donc aussi une contribution collective qui profite à l'ensemble du bassin. Sur le plan financier, la participation de la ville est calculée au prorata d'un seul poste sur l'ensemble des postes ouverts. Donc le coût reste marginal. Si Steve était là, il aurait été content. Je propose donc au Conseil d'approuver les 2 conventions, à intervenir avec le centre de gestion de Haute-Savoie et donc d'autoriser Monsieur le maire à les signer. Merci beaucoup, Stéphane. Des questions sur ce point, des remarques? C'est bon pour tout le monde? Oui, pardon. Madame Boldal. Bonsoir Monsieur le maire, merci de nous donner la parole. Bonsoir les élus. Nous souhaitons simplement profiter de ce point pour ouvrir une parenthèse sur un enjeu important pour notre territoire. Les difficultés croissantes de recrutement dans les métiers territoriaux, notamment dans la petite enfance et le secteur social. À Annemasse, comme dans l'ensemble du bassin transfrontalier, la proximité avec Genève, le coût de la vie et les difficultés de logement pèsent fortement sur l'attractivité de ces professions pourtant essentielles au bon fonctionnement du service public local. Cette question a également des conséquences concrètes sur les conditions de travail dans les écoles, sur la capacité à assurer le remplacement des absences, sur le maintien d'effectifs suffisants auprès des enfants, mais aussi sur la qualité de l'accompagnement des publics les plus fragiles dans le secteur social. Nous souhaiterions donc savoir si la ville constate aujourd'hui des tensions particulières sur ces recrutements et quelles pistes sont envisagées pour renforcer durablement l'attractivité de ces métiers. Merci. Merci pour cette question, Stéphane. Alors, merci pour la question. À aujourd'hui, depuis que nous sommes donc aux affaires et donc avec nos délégations, on s'emploie de façon très hebdomadaire avec Monsieur Miguel, donc le directeur des ressources humaines, à faire un diagnostic complet justement sur tout le fonctionnement de la commune et de tous les besoins des différents services. Tout ce qui est petite enfance, effectivement, c'est un vrai problème, un vrai sujet, quelque chose qui n'est pas négligé. Je dirais, c'est peut-être même l'une des priorités. Il y a énormément de priorités, mais celle-ci en fait partie puisqu'elle concerne à la fois le cadre de travail des agents, mais aussi l'accueil des enfants et donc, en l'occurrence, les citoyens d'Annemasse. Donc ça, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on va prendre telle ou telle direction, ça serait vous mentir et puis ça serait raconter des fausses histoires. Mais par contre, soyez bien sûr qu'on est engagé à faire
un regard, mais vraiment chirurgical, sur cette problématique. Donc ce soir, je ne vais pas répondre à ça, mais en tous les cas, sachez que ce point est pris et éventuellement, on pourrait échanger si vous avez des retours d'expérience à me partager. Voilà. Sur la question plus générale des difficultés de recrutement, on sait que nos collectivités sont confrontées à cela depuis déjà un certain nombre d'années avec le développement du phénomène du travail frontalier et qui n'est pas prêt de s'arrêter, hein, effectivement, surtout si on va vers une Suisse à 10 millions. Donc effectivement, il faut qu'en tant que collectivité, on soit en capacité d'être attractif, de pérenniser nos emplois, de donner aux gens envie d'y rester, de postuler et puis de bien y vivre. Donc il y a eu, hein, sur le mandat précédent, je le sais, tout un travail sur les conditions de travail, sur le temps de travail, sur tout ce qui peut rendre attractif, effectivement, et bien entendu qu'on va être dans cette logique-là. Il y a un autre levier sur lequel on entend beaucoup œuvrer, c'est celui du logement de nos agents, de nos employés. Et quand je pense à ça, je pense un peu à toutes les fonctions publiques, hein, parce qu'il n'y a pas que les collectivités qui sont touchées. Il y a la santé, il y a la fonction publique d'État également aussi. Et là-dessus, vous savez qu'on est en attente d'une loi qui s'appelle la loi Amiel, qui devrait nous permettre de lier le bail à la fonction, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Cette loi est en queue de parcours législatif, elle devrait être définitive prochainement, selon les parlementaires. Et croyez-moi que dès qu'elle sera en vigueur, on pourra loger des agents, faire des logements d'atterrissage qui permettront d'être attractifs, de les loger le temps qu'ils trouvent un logement plus pérenne, de loger aussi de façon, pourquoi pas pérenne, aussi certains de nos agents, mais encore une fois avec cette assurance que le bail soit bien lié à la fonction. On a d'ailleurs demandé tout un inventaire des propriétés communales à ce titre pour voir ce qu'il était possible de mettre à disposition, tous services confondus, pour pouvoir être effectivement attractif. Pascal, tu voulais prendre... Oui, merci, monsieur le maire. Pour répondre aussi sur un autre point, pour avoir dans une autre vie été membre du jury de concours en tant qu'élu et en tant que fonctionnaire pendant quelques années, en ayant été aussi formateur dans ce cadre-là, le concours, il n'est pas du tout adapté. Il faut le savoir. Et il faut pratiquement 18,5, voire 19 au QCM et à l'entretien d'oral pour avoir une chance de réussir le concours. Vous allez avoir pratiquement très peu de personnes. Vous avez ouvert 2 postes, tant mieux. Ça permet d'organiser ce concours. Mais il faut savoir que les agents qui participeront à ce concours, peut-être que ce ne seront pas ceux qui sont sur ces postes-là qui pourront les occuper. Parce que vous serez tenus après de prendre sur la liste d'aptitude et pas simplement... donc après, si vous voulez garder vos agents, il faudra vous organiser pour faire en sorte que ce poste reste non ouvert. Oui, tout à fait. Donc c'est très compliqué. Le concours, véritablement, que ça soit la formation ou que ça soit le concours, n'est pas adapté. Pendant plusieurs années, nous avons fait au centre de gestion, mais au-delà, un certain nombre de remarques pour qu'il s'adapte un peu plus à la réalité de la profession. On n'arrive pas à obtenir pour l'instant une remise en question. Les QCM, je vous assure que ça n'a aucun sens parce que c'est du bachotage et ça ne répond absolument pas au métier tel qu'il est pratiqué à l'heure actuelle. Donc je vous invite aussi, au-delà, pour le rendre attractif et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de personnes qui postulent sur ces postes, de faire en sorte que ces métiers, ces concours répondent véritablement aux attentes que les agents peuvent en avoir. Voilà, merci. Je partage, et tu as raison de souligner effectivement cette difficulté. Merci. D'autres remarques ou interventions sur le sujet? Du coup, je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. Merci Stéphane pour les 2 délibérations. Et je passe la parole maintenant à Nadia Munier, s'agissant de notre charte concernant les dérogations scolaires. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, en effet, le point numéro 11 porte sur les dérogations scolaires. Notre délibération ce soir concerne plus précisément le formulaire unique qui fixe la participation financière des dépenses de scolarité dans le cadre des dérogations, ainsi qu'une charte liée à ce formulaire unique.
Pour essayer d'être plus clair, lorsqu'une dérogation est accordée à un élève pour qu'il soit scolarisé dans une école publique d'une autre commune que celle dans laquelle il réside, la commune de résidence doit participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil. Les conditions de cette participation financière sont fixées par l'article L212-8 du Code de l'éducation. Pour faciliter les démarches, depuis 2016, les 12 communes d'Annemasse-Agglo ont harmonisé leurs pratiques et mis en place un formulaire unique de demande de dérogation scolaire. Une charte a également été définie pour fixer les règles administratives et financières. Lorsqu'un élève obtient une dérogation pour être scolarisé dans l'école d'une commune qui n'est pas celle de sa commune de résidence, la commune de résidence doit verser 180 € par élève et par année scolaire à la commune d'accueil. Les principes que je viens de vous énumérer sont maintenus. Cependant, en juin 2025, l'intégration de 2 évolutions a été proposée pour les articles 4 et 7. Concernant tout d'abord l'article 4, l'ancienne règle prévoyait que dans les écoles combinant à la fois des cycles maternelle et élémentaire, un élève ayant obtenu une dérogation pour intégrer l'école en maternelle n'avait pas besoin de redemander une dérogation lorsqu'il entrait en CP. La modification de l'article 4 présentée en délibération ce soir prévoit désormais que la famille d'un élève ayant terminé son cycle maternel doit obligatoirement solliciter une nouvelle dérogation pour intégrer le CP. Concernant maintenant l'article 7, la règle jusqu'à maintenant était que le conseil municipal approuve chaque année la charte liée au formulaire unique de dérogation. La proposition mise à délibération est une reconduction tacite annuelle de la charte, sauf évolution de son contenu, bien évidemment. J'en ai terminé pour les explications. Donc, il est donc maintenant proposé au conseil municipal d'approuver la charte d'utilisation du formulaire unique de demande de dérogation scolaire, d'approuver le montant de la participation financière au titre de la répartition intercommunale des dépenses de scolarité fixée à 180 € par élève et par année scolaire. Et enfin, d'appliquer les dispositions de la charte pour les dérogations scolaires à compter de l'année 2025-2026. Je vous remercie. Merci beaucoup Nadia pour la présentation. Y avait-il des demandes de prise de parole? Oui, Monsieur Lémissi. Oui, très bien. Bonjour, veuillez m'excuser du retard. Bonjour. Alors, concernant la délibération, la position sur laquelle on se retrouve, c'est que la charte unique, enfin ce principe sur les dérogations scolaires constitue en fait quelque chose de positif. Il n'y a pas d'opposition sur la question. Ça permet une meilleure lisibilité, plus de clarté, notamment pour les familles. Donc sur le principe, il y a de toute façon une concordance de vues. Mais ce que l'on voudrait regarder, c'est peut-être à travers cette délibération, ouvrir simplement une réflexion pour voir qu'au-delà du cadre légal de la délibération, nous aimerions en fait comprendre quelles sont les raisons qui poussent un certain nombre de familles en fait à chercher les dérogations. Bon, les raisons, on les connaît. Principalement, c'est souvent lié au fait qu'il y a des contraintes, qui sont des contraintes légitimes, mais beaucoup également la perception que l'on a de penser que certaines écoles seraient entre guillemets de mauvaises écoles, qui n'ouvriraient pas ou qui n'offriraient pas toutes les conditions de réussite. Et donc, on est confronté en fait à une réalité qui est celle que l'on retrouve à l'échelle nationale, malgré les efforts réels qui ont été faits localement dans les années qui ont précédé, parce qu'il faut savoir reconnaître ce qui est fait lorsque c'est positif. Et en la matière, on aimerait simplement pouvoir dire que sur la question des écoles, et notamment les écoles liées au processus d'éducation prioritaire, il faudrait peut-être repenser l'offre pédagogique pour inverser la donne, c'est-à-dire au lieu de penser en termes de carte scolaire rigide, faire avec ce qui est, c'est-à-dire le fait qu'on a une fuite de certaines familles pour des raisons que l'on a évoquées, et peut-être renforcer l'attractivité des écoles, c'est-à-dire proposer des dispositifs
pédagogiques particuliers, par exemple des cadres de systèmes d'écoles bilingues, comme il peut exister à l'échelle nationale dans des établissements qui sont des établissements publics, des activités périscolaires de très haut niveau culturel. On a un exemple national sur la France qui est l'exemple d'Épinal, qui est exceptionnel, qui avait été mis en place à l'époque de feu Philippe Seguin, c'était l'aménagement du temps de l'enfant. Ça peut être une piste de réflexion, notamment par rapport à la sociologie d'Elmas et les moyens matériels dont dispose la commune, des sorties pédagogiques, en tout cas tout ce qui pousse à une élévation culturelle, ce qui pourra peut-être faire changer la donne et amener les familles à repenser leur relation avec l'école et de considérer que l'école de proximité, c'est pas parce qu'elle est, entre guillemets, dans un quartier, qu'elle est forcément une mauvaise école. Peut-être que si on donne des moyens qui sont plus adaptés, plus travaillés, on aurait ici une solution, à mon avis, pour une politique pédagogique bien pensée pour répondre à cette question à l'échelle d'Annemasse. Je vous remercie pour votre intervention. Je dois dire que j'en partage la plupart des conclusions, hein. On sait qu'il y a des dérogations qui se font pour des raisons d'organisation familiale. Il y a des dérogations qui se font aussi pour des questions qui rejoignent un petit peu ce que vous évoquiez, c'est-à-dire des stratégies d'évitement parce qu'on pense que l'école publique serait moins bonne ou mauvaise, etc. Et je ne veux pas qu'on tienne là un débat contre l'école privée. Enfin, c'est pas vraiment le sujet. Ça reste un droit de choix, effectivement, pour les familles. Mais je vous rejoins, et on a eu ce débat assez souvent quand on a parlé de la carte scolaire, notamment quand on a parlé de l'arrivée des 2 nouveaux collèges, Saint-Sergue et puis Vétramontou, où on avait fait des propositions qui étaient tout à fait différentes de l'option finalement retenue par le conseil départemental. Et on a vu en effet l'indice de positionnement social de Michel Servet plonger. On a vu la même chose au collège Jacques Prévert à Gaillard, et encore moins de mixité, et des établissements en fait qui se retrouvaient confrontés toujours à plus de difficultés parce qu'il y a eu des choix effectivement en termes de carte scolaire qui sont infiniment regrettables. Bon, là je parle que des collèges. Donc oui, il faut avoir une attention sur la carte scolaire sur laquelle on peut avoir un petit peu de mots à dire, sur la qualité de l'accueil, sur le périscolaire, vous avez raison. Et c'est vrai qu'on avait proposé à l'éducation nationale de proposer des enseignements différenciants, qualitatifs, qu'on ne trouvait pas partout ailleurs. C'est ce qui avait été dit notamment pour Michel Servet, c'est ce qui avait été dit notamment aussi pour Paul Langevin. On attend toujours les propositions. Mais effectivement, vous avez raison, il faut se battre pour que l'école publique ne soit pas dévalorisée et puis qu'on fasse passer le message qu'il y a une qualité d'enseignement tout à fait, qui est excellente là aussi, bien entendu. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou interventions sur ce point ? Bon, on a précisé les montants qui ont été fixés tout à fait arbitrairement suite à accord des maires de l'agglomération, hein. On sait très bien que 180 €, ça couvre pas du tout les frais de fonctionnement pour un élève, mais c'est l'accord qu'il y a eu entre les 12 maires, parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à se rendre exactement ce qu'on se doit, et c'est vrai que c'est un chiffre auquel on n'a pas touché depuis un certain nombre d'années. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions ou interventions, je soumets à votre approbation tous les points que vous ont rapportés Nadia. Est-ce qu'il y avait des avis contraires ? Des abstentions? Merci beaucoup à tous. Et sur le sujet suivant, je vais prendre le relais de Nadia d'une certaine façon, puisque Nadia, vous le savez, est enseignante dans le privé à Saint-François, à Ville-Lagrand, et ne peut donc pas rapporter ni même assister au rapport de ce point. Donc elle quitte la séance sous vos yeux. On rappelle effectivement qu'en tant que collectivité, en tant que commune, on doit effectivement verser aux écoles privées une subvention de fonctionnement qui est donc fixée par nos services par rapport à des calculs qui sont faits en interne. On a fait le calcul annuel du coût, entre guillemets, d'un élève en maternelle, 1 598 € en l'occurrence, et pour un an, un élève en élémentaire, un coût qui est estimé à 751 €. Donc après, c'est mécanique, on regarde le nombre d'enfants qui sont scolarisés dans les écoles privées. Donc pour la Chamarette, on a 103 élèves en maternelle et 149 élèves en élémentaire, ce qui représente donc une subvention de 276 413 €. Pour Saint-François, 72 élèves en maternelle et 156 en élémentaire,
pour donc une subvention globale de 232 212 €. Et puis Saint-François sur le Juvénat. On a 5 élèves qui sont donc domiciliés à Annemasse et scolarisés en CM1, CM2, ce qui représenterait donc une subvention de 3 755 €. Voilà donc les montants qu'on vous propose de verser donc à ces 3 écoles où sont scolarisés des Annemassiennes et des Annemassiens. Y avait-il des questions sur ce point? Eh bien, s'il n'y en a pas, je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? 2 abstentions. Nicolas Leboguillot et Pascal Sauge. Merci beaucoup. On peut passer au point 13 et je vais passer la parole à Sarah Chalamalocou qui va évoquer en termes de petite enfance la convention d'objectifs et de financement à intervenir avec la CAF de Haute-Savoie. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Effectivement, la délibération concerne la convention d'objectifs et de financement, et de financement de la crèche Louise Michel pour la période 2026-2029 en partenariat avec la CAF de Haute-Savoie. Cette convention s'inscrit dans une politique volontariste menée par la ville d'Annemasse en faveur de la petite enfance. L'ouverture récente de la crèche Louise Michel en février 2026 vient compléter le réseau municipal existant ainsi que renforcer l'offre d'accueil sur notre territoire. Cette convention poursuit plusieurs objectifs essentiels, à savoir faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, soutenir l'investissement social et favoriser l'inclusion, notamment des enfants en situation de handicap ou issus de familles en situation de précarité. Afin de permettre le financement de ces structures, plusieurs dispositifs de soutien de la CAF sont prévus, tels que la prestation de services uniques, le financement des journées pédagogiques, ainsi que les différents bonus liés à la mixité sociale, à l'inclusion, territoire ou encore à l'attractivité. La Convention fixe également un cadre clair et exigeant, des objectifs précis, des critères d'éligibilité, des modalités de suivi et de contrôle, ainsi que des engagements réciproques entre la ville et la CAF. Enfin, il est important de rappeler que la signature de cette convention constitue une condition indispensable pour sécuriser les aides financières de la CAF et ainsi que assurer la pérennité de la crèche Louise Michel dans les années à venir. Il est proposé ainsi au conseil municipal d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement à intervenir entre la commune d'Annemasse et la CAF de Haute-Savoie pour la crèche Louise Michel pour la période 2026-2029, ainsi que d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention ainsi que tout document y afférent. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Des questions, des remarques? Oui, Dominique? Merci de la présentation. Je ne peux que souligner l'intérêt de l'arrivée de ce nouvel établissement d'accueil de jeunes enfants dans un milieu extrêmement moderne, enfin une école qui est vraiment à la pointe. Et puis je voulais souligner aussi l'intérêt du soutien répété et constant de la CAF, qui est un acteur extrêmement important sur notre territoire pour travailler à compenser quelque peu les problématiques de difficultés de mixité sociale et ainsi de suite, et notamment l'aide aux parents isolés. Et j'en profiterai également pour souligner ce soir, si vous permettez, monsieur le maire, puis un petit clin d'œil au président de l'AGLO, c'est le travail qui a été fait aussi par l'AGLO pour arriver à cette conclusion de la Convention territoriale générale, qui est vraiment un outil très intéressant pour notre territoire. Ça n'empêche pas les communes d'obtenir ce qu'elles ont à obtenir, mais d'avoir ce bonus complémentaire et avec des perspectives d'innovation également qui sont ouvertes. Et j'invite évidemment l'ensemble des élus à s'y intéresser parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour l'accueil du jeune enfant, que ce soit sous forme de crèche, mais pas seulement, aussi avec le travail de toutes ces personnes qui sont des assistantes maternelles et qui sont très présentes sur notre territoire et qui font un métier très intéressant et très sérieux. Voilà, donc je voulais au moins souligner ces éléments-là ce soir, si vous le permettez. Bien sûr, merci. Merci de souligner effectivement l'importance de la convention territoriale globale, qui faisait un peu peur aux communes à l'origine, parce que ça donnait un peu le sentiment que l'AGLO allait venir se mêler de tous les contrats jeunesse en vigueur dans les communes, et puis en fait c'est tout le contraire. Ça nous a permis de travailler ensemble, de partager les bonnes pratiques, d'avoir un certain nombre de fiches actions qui montrent que la jeunesse est vraiment prise à son bon niveau, c'est-à-dire vraiment une priorité à l'échelle des 12, et de voir effectivement ce qu'on peut mutualiser ensemble, faire mieux ensemble, et partout là où on peut progresser. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez heureux. Et c'est vrai, de façon très pragmatique aussi, ça permet de bonification aussi en termes financiers, ce qui n'est pas
désagréable en ces temps. Donc merci de le souligner. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? S'il n'y en a pas, donc je vous propose de voter sur le point rapporté par Sarah. Est-ce qu'il y avait des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Azad Ates pour le montant de la subvention de fonctionnement 26 pour notre MJC. Azad, je te laisse rapporter ce point. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, par délibération en date du 23 janvier 2025, le conseil municipal a approuvé la convention de partenariat liant la ville à la MJC MPT Annemasse pour la période 2025-2027. Dans ce cadre, la ville a fait le choix de confier 2 missions complémentaires à la MJC. D'une part, la mise en œuvre de la politique enfance-jeunesse en lien avec la direction jeunesse. D'une deuxième part, des actions d'animation et de cohésion sociale en articulation avec la direction cohésion sociale. Pour l'année 2026, il est proposé de porter la subvention de fonctionnement à 675 000 € contre 669 000 € en 2025. La répartition de 464 110 € pour les actions en phase jeunesse et 210 890 € pour les actions d'animation et de cohésion sociale. Conformément à la convention, une avance correspondante à 3/12 de la subvention précédente a été versée en début d'année. Un second versement correspondant à 6/12 intervient après le vote du budget. Et le solde est versé en fin d'exercice, ajusté en fonction de l'activité réellement réalisée par la MJC. Le versement qui sera proposé, il est proposé de verser un deuxième acompte réparti comme suit. 232 055 € pour les actions enfance-jeunesse, 105 445 € pour les actions d'animation et de cohésion sociale. Le solde prévisionnel qui sera versé en octobre 2026, sous réserve de réalisation effective des actions par la MJC Annemasse, est estimé à 93 555 € pour l'enfance-jeunesse, 76 695 € pour la cohésion sociale. Ce montant pourra être ajusté si les actions ne sont pas entièrement réalisées, notamment en cas de postes non pourvus. Ceci étant exposé, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention de partenariat 2025-2027 entre la ville et la MJC, MPT Annemasse, notamment son article 2.1 relatif aux moyens financiers, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la subvention de fonctionnement 2026 à 675 000 €, de verser un second acompte de 232 055 € pour l'enfance-jeunesse, de 105 445 € pour la cohésion sociale, de préciser que le solde sera versé en octobre 2026 sous réserve de l'activité réellement constatée, et de dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2026. Je vous remercie. Merci beaucoup Azad pour la présentation. Est-ce qu'il y avait des remarques ou questions? Oui. Monsieur Liézilurt. Bonsoir tout le monde. À travers la subvention accordée à la MJC MPT Annemasse, on aborde un autre cas épineux, celui de l'ancienne MJC Sud. Comme vous le savez, elle a été fermée dans un contexte que beaucoup ont perçu comme une punition collective, alors qu'elle était fondée davantage sur une vengeance politique. Aujourd'hui, le constat est clair, le quartier a besoin de lieux de vie, d'échange, d'accompagnement et d'activité. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec vous, monsieur le maire, avec Christophe Borel également. Je sais que vous êtes ouvert à ces échanges et que vous avez l'écoute facile. Il apparaît maintenant nécessaire de passer à l'étape supérieure. Ça fait maintenant 12, 13, 14 ans que la MJC, enfin, de son nom, parce que ça s'appelle maintenant la maison Nelson Mandela, qu'elle est fermée et que les jeunes ne profitent pas d'une infrastructure, mais également de techniciens qui étaient présents sur place, des animateurs, des accompagnateurs de qualité, ce qui nous permettait de nous développer. Je dis nous parce que j'ai eu la chance de côtoyer la MJC comme d'autres. Je pense notamment à Samir Bassim, qui a même travaillé.
Aujourd'hui, les familles et les jeunes ont besoin de réelles infrastructures. On a besoin de projets concrets. La maison est endormie. Malheureusement, sur les révoltes urbaines, on a constaté qu'ils avaient pris à partie cette infrastructure. Je n'approuve absolument pas ce qui s'est passé. Par contre, il faut réfléchir en amont et comprendre pourquoi ils ont décidé de brûler ce lieu. Parce que si on leur enlève, ils se disent « on nous a enlevés ». Il faut comprendre aussi les jeunes. Alors, je me battrai tout le temps contre ces actes de vandalisme qui sont absolument pas productifs, mais il faut aussi comprendre ces jeunes qui sont laissés à l'abandon. On vient de perdre exactement, et je vous le dis parce que j'ai œuvré dans le domaine, on a perdu 2 générations d'enfants. On a des décrochages scolaires de plus en plus juvéniles parce qu'on n'arrive plus à accompagner ces jeunes. On n'a plus personne. Et aujourd'hui, alors bien évidemment, augmenter la subvention de la MJC-MPT, je vais être le premier à lever les 2 mains. Et j'ai constaté qu'il y avait une différence de 6 000 euros. Si vous pouviez donner plus, je vous dirais on donne plus. Par contre, je ne suis pas encore entré dans les finances de la ville. Et un autre point, ce que je voudrais, c'est qu'on travaille avec les habitants, notamment ceux des quartiers sud, mais pas que, parce que quand nous, on y était, on avait tous les enfants de la ville. Et donc, mais là, à 70%, on avait les enfants des quartiers sud, et ce serait de travailler avec eux sur une future maison de la jeunesse et de la culture, MJC si on veut, hein, c'est vers cela que tend le projet, mais c'est de ne pas mettre de côté les habitants et les jeunes qui aujourd'hui ont un réel besoin. Merci. Merci de cette intervention, Junette. Christophe, j'imagine que tu voulais dire un mot. Non, Junette, merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour la passe aussi, parce que je crois que le 15 mars ce soir, après les 53,89%, on commençait déjà à en parler. Il y a un premier pas qui a été fait, c'est d'accompagner une nouvelle académie pour les jeunes du quartier sur le foot. Et ça, c'est quelque chose qui était strictement interdit avant et totalement, même pas on pouvait aborder le sujet. Aujourd'hui, on passe la 2e vitesse parce que le quartier a besoin de ça, on le sait. Tu sais aussi que la vision, on la change complètement parce qu'on en a déjà parlé. On la change complètement parce qu'avant, il y avait une vision où je crois que les codes et la façon de faire au quartier n'étaient absolument pas comprises. Pour avoir participé, j'ai été acteur de ça. Aujourd'hui, on va changer les choses, c'est qu'on va accompagner les gens du quartier à pouvoir rentrer dans la maison Nelson Mandela pour pouvoir accueillir les gens du quartier, pour que les gens du quartier se sentent un peu comme chez eux, comme c'était le cas un peu avant, de recréer cette atmosphère où les mamans, les papas avaient plaisir à laisser leurs enfants à quelqu'un qui connaissait un voisin, un ami, un cousin, avec un accompagnement sur la formation de chacun de ces gens au quartier pour qu'ils puissent avoir les diplômes nécessaires. Donc c'est d'une pierre 2 coups, voire 3 coups, et puis surtout recréer cette atmosphère. Par rapport au nom que tu disais, Nelson Mandela, presque un peu en déni par rapport à la MJC, aujourd'hui ça restera Nelson Mandela. Il faut juste continuer à laisser un peu le temps de la reconstruction du site pour mettre en place et réactiver tout ce qu'on attend et tout ce que le quartier attend. L'ouverture est prévue malgré tout fin d'année. Fin d'année. Novembre, et bien entendu le partenaire, la MJC. Dominique ? Merci, monsieur le maire. Oui, c'est vrai que les incidents de 2023, les graves incidents, ont vraiment mis en grande difficulté cette structure. Elle a quand même perduré d'une certaine façon, puisque les services ont continué. Et je rajouterais que les assises qui ont été menées, même si certains n'y ont pas participé, pour autant, ces assises ont révélé beaucoup des attentes et des problématiques et des préoccupations des habitants, notamment des jeunes. Depuis, je ne sais pas, monsieur le maire, votre adjoint ne parle pas de la démarche qui est en cours depuis quelques mois avec la CAF. On a parlé de la CAF précédemment et j'ai exprimé le fait que c'est un acteur extrêmement important sur notre territoire qui soutient beaucoup d'actions, notamment innovantes. Et aujourd'hui, puisque nous sommes dans le cadre de la délibération de la subvention à la MJC, il me semblait important de rappeler qu'il y a aujourd'hui tout un travail il y a un travail qui est en cours depuis plusieurs mois maintenant
avec la CAF, la MJC et la ville sur l'émergence d'un centre social et socio-éducatif. Et je pense que cet élément-là est une source d'espoir, est une source d'implication des habitants, puisque c'est comme ça que ça se sent, enfin que la CAF le veut, le souhaite. Donc c'est inscrit dans la ligne, c'est inscrit dans le projet, puisque sinon nous n'aurions jamais eu à l'époque l'habilitation de la CAF pour le faire. Donc aujourd'hui, nous sommes face quand même à des actions très importantes qui se sont faites. Je ne reviendrai pas sur l'histoire parce que chacun a sa version de l'histoire. Nous reviendrons une autre fois là-dessus, voilà, par rapport au passé. Merci. Merci. Hichem, monsieur le Messi. Alors juste quelques mots en complément. En parlant justement de ce dossier, qui est un dossier qui est sensible et qui porte en lui une symbolique très importante, notamment au niveau du quartier du Perrier, en ce sens où il y a un lien qui a été rompu. C'est-à-dire qu'il y a un travail exceptionnel qui a été mené. Il y avait un travail de soutien scolaire, d'accompagnement des jeunes, qui a été perdu. Et ce qui est malheureux de constater, c'est de voir en fait l'explosion de certaines formes de délinquance, du deal, du trafic, qui est presque, du point de vue chronologique, concomitant en fait de la fermeture de cette structure. Et la question, c'est de savoir pourquoi elle n'a pas été réouverte avec les missions et le fonctionnement qui était le sien auparavant. On a un début de réponse. C'est qu'on l'a fermée parce qu'on a considéré, et j'ai pu avoir des échos de ce qui a pu être déclaré en off, c'est qu'il y avait une dimension, entre guillemets, dite de communautarisme. Il fallait lutter contre le communautarisme. C'était un petit peu dans la vague, c'est riposte laïque, etc. Et il fallait s'attaquer à une institution qui marchait bien, mais on a fait quelque chose et qu'on a fait disparaître le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ça qui est malheureux, parce que derrière la structure, il y avait des liens humains, il y avait une confiance, il y avait quelque chose qui s'était créé, et puis il y avait une réalité sociale que peut-être des dirigeants n'ont pas compris. Alors ils l'ont compris le jour de l'élection cette année, ils vont le comprendre encore, mais je crois qu'il faut savoir en tirer toutes les conséquences nécessaires, parce que la sociologie d'Annemasse n'est plus la même de celle qu'elle était il y a 40 ou 50 ans, et il faut savoir la prendre en considération, parce qu'une politique publique, elle n'est efficace que si l'on sait et l'on connaît le public, en fait, eh bien, envers qui l'on tend à répondre eh bien, aux besoins qui ont été décrits. Merci. Merci. Donc, je rappelle, et enfin, Dominique l'a fait également, hein, le projet de centre social, il est effectivement sur les rails depuis un certain nombre de temps. Notre équipe a effectivement bien entendu l'envie, et c'est une évidence de le mener à bien. Je rappelle qu'il y a une ouverture qui est prévue sur la fin d'année. Voilà, en tout cas, c'est l'engagement qui a été pris. Après, sur l'antériorité des problèmes, je ne m'exprimerai pas parce que ça n'est pas notre histoire. Voilà, donc je vous laisserai discuter entre vous, peut-être, du sujet ou pas. Enfin, voilà, mais c'est à vous de voir. En tout cas, notre vœu, c'est bien évidemment que le cœur battant qui existait là-bas batte à nouveau. Tout ce que vous dites à propos de notre jeunesse, eh ben, on le partage aussi évidemment complètement, et on a le devoir, on a la mission effectivement de les accompagner, de leur montrer d'autres chemins, de les amener sur la culture, le sport, le partage, tout ce qui peut permettre d'émanciper, tout ce qui peut permettre de faire grandir et de trouver de beaux chemins de vie. Donc là-dessus, vous savez que vous pourrez compter sur nous, et on a déjà commencé à effectivement en discuter tous ensemble. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ou demandes de prise de parole sur ce point? S'il n'y en a pas, je vous propose donc d'approuver la subvention telle que décrite par Azad. Est-ce qu'il y a des abstentions, des avis contraires? Merci beaucoup à tous. On enchaîne avec le point 15, et en l'absence de Nastia, c'est Christophe, j'imagine, qui va rapporter cette délibération sur la subvention de fonctionnement pour l'association Sport dans la ville. Alors oui, Sport dans la ville. L'association Sport dans la ville est une association qui a
réussi à créer une relation, un partenariat avec des entreprises, avec des collectivités locales et puis avec l'État. Ils œuvrent déjà sur toute la France, sur plusieurs sites, dans plusieurs villes. Et puis leur avantage, c'est qu'ils ont une masse financière qui leur permet d'intervenir dans des quartiers où ils peuvent installer des stades, style Soccer 5, mais des stades de foot, basket. Et c'est ce qu'on a utilisé. C'était l'ancienne municipalité qui avait trouvé cette association qui est vraiment très performante. En quasiment finançant la construction du stade, derrière, ils instaurent aussi des éducateurs spécialisés. Les éducateurs spécialisés viennent, accueillent les enfants et puis ils les suivent. Donc ils les suivent, déjà ils développent sur la partie du football qui est le sport le plus populaire, donc qui touche le plus de monde. Puis ils les développent ensuite à travers les entreprises, enfin au fil des années, de leur apprendre les valeurs du sport, toutes les valeurs qu'il faut avoir. Et puis ils les accompagnent jusqu'à les présenter dans des entreprises. Et leur objectif, c'est de peut-être les lâcher, si on peut dire ça comme ça, en emploi. Donc ils sont force de proposition, ils ont beaucoup de résultats et aujourd'hui on va parler de cette convention et de la subvention pour cette convention, pour cette association qui est vraiment très en place. Donc la convention prévoit le versement d'une subvention de fonctionnement à hauteur de 130 000 euros. C'est un montant réparti annuellement jusqu'au terme de la convention qui est fixé au 31 décembre 2028. Suivant un échéancier en 2025, 10 000 euros pour mémoire. Et puis, dans les années 2026, 2027 et 2028, on va verser 40 000 euros par an. Ceci étant exposé, vu la délibération, de juillet 2025, vu la convention précitée et notamment l'article de la subvention de la convention, il est proposé au conseil municipal de verser à l'association Sport dans la ville une subvention de fonctionnement de 40 000 euros au titre de l'année 2026. Merci beaucoup, Christophe. Est-ce qu'il y avait des remarques ou questions? Oui, Junette. Ça me permet de rebondir là sur ce qu'avait dit Christophe. Donc, on a fait un 1-2 pour ceux qui connaissent le foot. C'est technique. Et il revient vers moi. Pour reprendre le projet porté par Kamel Belgali, donc Annemasse Football Academy, il est important de souligner le travail constructif qui a été mené ces dernières semaines avec Monsieur le maire et Christophe Borel toujours. Et on vous remercie pour l'ouverture d'esprit et la possibilité à une association de voir le jour et dans des conditions qu'elle avait auparavant menées et très bien. Ça permettait à un grand nombre de jeunes et moins jeunes également, puisqu'il y avait des équipes seniors, de pouvoir pratiquer le football, de démontrer un certain talent. On peut même dire qu'on avait réussi avec Annemasse Sud à l'époque à sortir un joueur professionnel. Donc si ça nous permet de dévoiler des pépites, tant mieux. Mais l'objectif principal, il n'est pas là, il est plus dans l'éducation et dans le social. Et je tiens à vous remercier. Lors du relevé des scrutins, le 15 mars, j'avais dit que nous travaillerons ensemble quand cela concerne l'intérêt général. Et sur ce point, je constate que l'avancée est très bonne et que on va rendre heureux des enfants. Alors, l'équipe, c'est anecdotique, mais il faut le souligner. J'ai fait un post sur les réseaux sur ça. Les enfants ont terminé 22e sur 24 lors du tournoi d'Annemasse. Mais même en terminant 22e, j'ai jamais vu des enfants aussi heureux que ça. Ils veulent juste taper dans un ballon, juste qu'on les accompagne. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Kamel, qui j'ai vu, avec le temps, ça devient difficile pour lui de courir après les petits, mais qui a également fêté derrière eux. Pareil que pour la MJC Sud, on a besoin aujourd'hui, réellement, dans la ville, mais partout dans la ville, d'accompagner ces personnes bénévoles. Et je tire mon chapeau à Kamel parce qu'il n'a pas lâché l'affaire, il a continué de se battre pour la création de ce club et pour revenir à ces fondamentaux-là. Très honnêtement, tout le monde ne le ferait pas. Et donc, on va pouvoir accompagner des jeunes, créer du lien, offrir un cadre structurant
et participer positivement à la dynamique de la ville. Et je vous remercie encore une fois pour ça. Merci beaucoup. Merci Ginette pour l'intervention. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes de... Oui, Inès? Oui, merci. Donc effectivement, il s'agit d'une action importante qui se situe dans le quartier prioritaire. Elle me touche particulièrement puisque j'ai été anciennement aux fonctions à la politique de la ville. Elle est innovante, comme l'a dit Christophe. Donc il y a des fois où effectivement on s'accordait avec Christophe. Sur cette action-là, effectivement, on a senti une unanimité. C'est une action qui répond en partie à l'attente forte pour la jeunesse, que l'on a pu répertorier notamment lors des assises des quartiers. Elle s'inscrit dans un maillage partenarial avec de grandes ou de petites structures. Dans la pratique du foot, on peut citer l'USAAG, qui compte environ 360 Annemassiens. Donc ça, c'est mes données, mais je ne suis pas très sportive. Et plus particulièrement, 44 jeunes issus du QPV, un quartier de potentiel et d'avenir. Ou encore Fier de foot, qui intervient sur l'ensemble de l'agglo et promet le football au féminin. Bien sûr, il est important d'offrir plus, de s'adapter continuellement aux nouvelles attentes, mais il est important de reconnaître le travail réalisé et les actions concrètes qui ont été menées, plutôt que de laisser croire, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il ne se passe rien. Merci. Merci de cette intervention. Il ne me semble pas qu'on ait laissé dire ou propager ce genre de... Ah d'accord, très bien, ok. Non. Bon, je me permets de rebondir, après on va clore le débat, ça sert à rien d'aller plus loin. Madame Ayeb, j'ai œuvré longtemps dans le quartier. Et quoi que vous disiez, je vous le dis très clairement, les 15 dernières années, c'est un fiasco total. Vous n'êtes pas sur le quartier, vous n'êtes pas au cœur des affaires. Je vous le dis très clairement, vous n'y étiez pas. Je vous demande tout simplement maintenant d'y aller et de demander ce que les gens pensent de votre travail. Faites seulement ça. Faites seulement cette démarche. Et après, on en discute. Vraiment. C'est tout ce que j'ai à dire. On ne vous a pas vu. Vraiment. Bien. Oui, Dominique. Non, je veux mettre fin à des échanges. Le propre d'un conseil municipal, c'est de travailler sur les délibérations et de voir si on est d'accord ou pas, de travailler sur le fond, évidemment, pas de s'invectiver. Et on n'est plus dans la campagne électorale. Donc, oui, elle est terminée. Je trouve que c'est important de travailler sur l'avenir. Et à ce titre, on voit bien qu'il y a des partages de constats sur les besoins qui existent partout, d'un réseau qui est important sur notre territoire et qui a été plus ou moins mis en valeur avec des hauts et des bas, c'est normal. Mais encore une fois, je pense qu'il faut regarder devant et pas regarder derrière, si vous le permettez. Je vous le permets, je suis assez de votre avis. Il faut qu'on avance. Il a été souligné effectivement qu'on avait plein de points de convergence, voilà, des idées communes, et que malgré le résultat des élections, nous étions capables de travailler dans l'intérêt général. C'est vraiment l'état d'esprit que je pense nous souhaitons tous ici autour de cette table. Oui, Junès, je peux rajouter un point. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Là, je passe sur un autre domaine, mais ça touche ça concerne le foot et ça s'adresse à Maxime, l'adjoint à la sécurité. Hier, vous avez remarqué, hein, pour ceux qui suivent de près le football, le Paris Saint-Germain est une nouvelle fois qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Vous savez que l'année dernière, ils étaient vainqueurs. Il y a eu des débordements, des actes de vandalisme, d'incivilité et tout ce qui s'ensuit. On n'avait pas pris en compte ce qui allait se passer. Et donc, je sais que Maxime était intervenu sur ce point-là parce qu'il y avait des faits graves qui étaient arrivés. Mais je tiens juste à souligner le fait qu'il faudra bien évidemment prendre des précautions le samedi 30 mai. Et l'horaire du match a été avancé. Maintenant, l'UEFA a changé. C'est 18h. Je ne fais pas la pub du foot, ni de l'UEFA, ni de la Ligue des Champions. Mais il faut le dire, c'est qu'à partir de 20h, environ 20h30,
il risquerait d'y avoir des débordements et il faudrait qu'on les évite. Merci. Maxime, je te laisse répondre. Merci pour la passe décisive qui clôturera tout le magnifique débat qu'on vient d'avoir. Ça me permet d'ailleurs, merci, parce que vous ne l'avez pas vu hier soir, il n'y a pas eu effectivement de problématique après la victoire de Paris hier soir, mais nos services étaient déjà sur le pont hier, puisque le CSU a été ouvert exceptionnellement jusqu'à 1h45 du matin pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de débordement. Alors, il n'y en a pas eu et tout le monde est ravi. Mais on avait déjà anticipé sur la demi-finale. Voilà, donc, et ça a permis, leur présence a d'ailleurs permis de faire de belles actions, autres que sur le parking du Cloferry notamment, avec le protoxyde d'azote. Voilà, c'est un petit coup de pub à la police que je félicite pour le coup. Effectivement, l'année dernière reste bien en tête, c'était le 31 mai. Le match avait eu lieu à 21h, là il a lieu à 18h et je peux t'assurer que nous sommes déjà sur le pont pour préparer cette soirée et pour qu'elle se passe dans la meilleure des conditions. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au vote de la subvention quand même, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Merci beaucoup pour cette unanimité. Merci Christophe d'avoir apporté ce point en l'absence de Nastia. Et je passe la parole à présent à Christophe Maïka qui va nous parler acquisition foncière sur l'îlot de Faux et notamment d'un avenant à la convention de portage avec l'EPF. Christophe. Parlons un peu d'urbanisme, si vous voulez bien. Je pense que ça générera sans doute moins de débats, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. On va voir ça. Bonsoir à tous. Donc le premier point concerne un lot à acquérir sur le projet de l'îlot de Faux, au 20 avenue de la Gare exactement. Certains biens sur l'îlot de Faux sont en portage par l'établissement public foncier, et notamment ce local 20 avenue de la Gare qui abritait l'ancien club de danse, certains l'ont connu, et actuellement abrite en partie en tout cas l'épicerie sociale. À l'intérieur de ce bâtiment, eh bien, on s'est rendu compte qu'il restait un lot à acquérir. Le micro fonctionne. Il faut... Bon. Ah, reculer, pardon. Je recule alors. Donc, il y a ce lot de 5 mètres carrés, qui reste à acquérir. Et c'est ce qu'on propose de faire aujourd'hui par le truchement de l'établissement public foncier, en leur demandant donc de faire cette acquisition au nom de la ville. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver des modalités d'intervention de l'établissement public foncier pour l'acquisition du bien dont je vous ai parlé, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention pour portage foncier, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de restitution des biens à la commune par anticipation ou au terme du portage foncier, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Christophe. Cela appelle-t-il des remarques ou questions de votre part? Je soumets au vote. Pas d'abstention, pas d'avis contraire. Merci beaucoup Christophe, je te laisse enchaîner avec un autre point concernant le BRS et le versement d'une subvention à la foncière de Haute-Savoie. Oui, là, il s'agit d'un point un peu plus complexe. Le BRS, qu'est-ce que c'est? C'est le bail réel solidaire, dont vous avez sans doute entendu parler. Je vais vous expliquer brièvement. C'est un dispositif qui permet d'accéder plus facilement à la propriété à un prix qui est moindre que le prix du marché. En général, c'est 15% à 40% moins cher, mais parce que le propriétaire se rend propriétaire du logement, mais pas du foncier. Pour le foncier, il continue de payer un loyer qui est entre 1 et 2 euros au mètre carré de surface habitable. Sachant qu'avec la surface habitable est inclus, en tout cas dans ce projet de la ZAC écoquartier de Château-Rouge, le parking souterrain et une cave. Donc là, il s'agit en particulier du lot B de la ZAC écoquartier de Château-Rouge. Si vous voulez bien montrer le plan, pour ceux qui veulent savoir où c'est. Voilà, ça c'est
tout le futur écoquartier et souligné en rouge donc le lot B. Dans ce lot B, nous avons combien de logements? 115 logements et donc 36 seront en bail réel solidaire. Pour que ce dispositif fonctionne, il faut passer par un intermédiaire qui est l'Office foncier solidaire qui va se rendre propriétaire du foncier. Voilà. Sachant que j'ajoute encore un point, le prix au mètre carré sur ce programme est de 3 400 € au mètre carré de surface habitable. Je ne l'ai pas dit, je ne crois pas. Ce qui fait que on a un bien à peu près pour 200 000 € pour un T3 de 60 mètres carrés de surface habitable. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc, un intermédiaire est indispensable pour ce dispositif, c'est l'OFS. Et donc, l'idée, c'est de verser une subvention de 107 000 € qui correspond à peu près 18,7% du prix du foncier à l'OFS 74 pour que l'ensemble puisse fonctionner. Il s'agit d'une participation d'équilibre voilà, pour permettre le bon fonctionnement du dispositif. Donc, ce que je vous propose, c'est d'approuver la participation de la commune dans le cadre de l'opération du lot B de la ZAC Écoquartier de Château-Rouge, de verser en conséquence cette subvention de 107 000 € à la foncière de Haute-Savoie, donc ce qui est l'OFS dont je parlais, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération, et de dire que la dépense est inscrite au budget de la commune, au compte 552, subvention d'équipement versée. Merci Christophe. Y avait-il des remarques ou questions? Oui, Mylène. Je voulais dire quelques mots. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, j'ai pas dû respecter l'ordre chronologique. Ça vous convient, Mylène? Oui, pas de problème. Je voulais dire quelques mots sur cet écoquartier qui va être une véritable liaison entre le centre-ville et le quartier du Perrier et qui vient diversifier l'offre d'habitat et favoriser la mixité sociale sur le secteur politique de la ville, puisque l'on parle essentiellement de logements en accession. Alors nous avons souhaité en fait un maximum de logements en accession abordable, notamment pour les jeunes ménages et les primo-accédants, alors sous la forme de la TVA réduite à 5,5 et également du bail réel solidaire dont on vient de parler. Et puis il y a aussi une spécificité unique sur le département, c'est qu'il va avoir 8 logements locatifs inclusifs pour les personnes souffrant de handicap. Alors ce coût maîtrisé pour des ménages éligibles qui n'ont pas le pouvoir d'achat d'un couple frontalier a rencontré sa clientèle car les ventes sont plutôt bien parties pour les logements BRS notamment. Peut-être que vous aurez les derniers chiffres à nous communiquer. Ce futur écoquartier, finalement, réalisé en concertation avec des habitats, sera extrêmement agréable et de grande qualité. Alors évidemment, il privilégie les modes doux, des cheminements et des espaces verts généreux et des espaces récréatifs également pour 1750 m². Et nous espérons que la découverture de la Géline aboutira, puisque ça créera vraiment cette promenade piétonne mais aussi cyclable dans un bel environnement, frais et naturel pour la ville. Et ça en fera un lieu unique et ce sera certainement la signature du quartier. Merci. Oui, Hichem. Alors, très simplement, pour faire un rappel sur un sujet qui est un sujet particulièrement sensible, plus globalement la question du logement, au-delà de la délibération, s'assurer déjà que toutes les opérations en cours permettent d'assurer qu'il n'y ait pas de perte de logement. Alors, pas pour cette opération-là, mais pour d'autres, on a pu constater qu'on se retrouve dans des situations, il y a moins de logements que dans les situations précédentes. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à une crise du logement qui est particulièrement grave sur Annemasse, enfin sur toute l'agglomération, liée évidemment avec le contexte frontalier très compliqué dans lequel nous évoluons et qui doit nous amener, je pense, à nous positionner de façon très forte et peut-être, j'allais dire, avec des mesures d'urgence, notamment la question du plafonnement des loyers, dont
nous ne pouvons comprendre qu'avec difficulté que cette mesure n'ait pas été mise en avant dans les années précédentes, parce que nous sommes confrontés à une situation aujourd'hui où il va peut-être falloir envisager à terme, je ne sais pas, des quartiers de tente ou bien des aménagements qui vont permettre à des travailleurs SDF de pouvoir évoluer dans des conditions économiques compatibles avec leurs revenus. Et on est confronté vraiment à un problème qu'il faut savoir prendre au sérieux, parce qu'aujourd'hui même, des frontaliers, entre guillemets, se trouvent à être en difficulté pour se loger, ce qui est évidemment une anormalité absolue. Et je ne parle même pas des annonces honteuses que l'on retrouve à 1 500 € pour un espèce de 2 pièces absolument inconfortable ou autre. C'est vraiment une problématique pour laquelle la puissance publique, même à l'échelle des collectivités, doit agir. Et nous avions réfléchi, alors on revient un petit peu sur la campagne, sur ce qui peut exister comme dispositif à l'échelle d'une commune ou de l'intercommunalité. Et en réalité, il y a un champ d'action qui est quand même relativement important. Il y a quelques idées qui peuvent être mises en avant. La création, par exemple, d'un système de gestion de locatif public ou parapublic qui va permettre d'harmoniser un petit peu à la fois les pratiques et d'intervenir de façon plus efficace. La mise en avant, entre autres, de loyers fixés à l'avance et plafonnés, justement dans le cadre d'opérations à venir, développer ne serait-ce qu'un système de label dit loyer responsable, avec des avantages pour ceux qui jouent le jeu et des désagréments pour ceux qui ne le souhaiteraient pas. Peut-être réfléchir, dans la situation d'urgence dans laquelle on se retrouve, à mettre en place des systèmes de résidence modulaires, temporaires, avec des loyers extrêmement bas pour casser la logique de marché, l'enrayer, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une question d'urgence publique. Et je pense qu'il faut le prendre très au sérieux, parce que tout est lié. Et puis, peut-être aussi hiérarchiser la prise en compte alors de formes d'attribution peut-être de logements en dehors du parc social, notamment pour toutes les personnes liées à ce qu'on appelle les travailleurs essentiels, policiers, professeurs, aides-soignants, infirmiers et autres, parce qu'au moment du Covid, on a applaudi en se disant que sans eux, rien n'était possible. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, je suis désolé, vont bientôt devoir taper à la porte de l'hébergement d'urgence, tant il leur est devenu quasi impossible de se loger dans des conditions dignes et décentes, sauf à aller habiter à 40-50 km de leur lieu de travail, et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable d'un point de vue éthique et humain. On peut également réfléchir à une politique beaucoup plus dure à l'égard notamment de tout ce qu'on appelle location Airbnb, parce que c'est une part importante en fait du parc de logements qui n'est plus disponible. Et je pense que tous ces éléments peuvent être mis en place assez rapidement et relèvent d'une urgence pour laquelle j'ose imaginer que tous les élus seront en accord sans forcément avoir beaucoup discuté. Voilà, merci. Alors merci pour ces interventions. Je ne reviens pas sur la qualité de l'écoquartier Château-Rouge. Enfin, on partage évidemment totalement. Le logement, on en a déjà dit quelques mots tout à l'heure. Je vais m'efforcer d'être relativement bref, mais c'est effectivement le problème majeur du territoire. La crise nationale, elle est suraiguë sur cette partie de la France parce que, effectivement, phénomène transfrontalier et ses conséquences sur le renchérissement des loyers. On l'a dit, on est le deuxième territoire le plus cher entre Paris et Saint-Tropez, sans être Paris ni Saint-Tropez, même si on est très bien. Mais enfin voilà. L'encadrement des loyers, là-dessus, je veux vraiment vous dire qu'il y avait l'unanimité de l'ensemble des élus de l'agglo pour le réclamer. On l'a réclamé, je crois, à 5 reprises. Vous savez qu'il y a eu une certaine valse des ministres du logement ces derniers temps. Et on a finalement obtenu une réponse qui nous renvoie à une autre décision gouvernementale qui n'est pas encore intervenue. Et on est toujours en attente de savoir si le gouvernement entend reproduire l'expérience. Et on aimerait bien, effectivement, que cela soit possible, parce qu'on a regardé les exemples grenoblois, il me semble, parisiens également, où effectivement le préfet a été en capacité de requalifier un certain nombre de loyers complètement disproportionnés ou complètement excessifs. Donc dès qu'on aura effectivement des nouvelles gouvernementales à ce sujet, comptez sur nous, et c'est une attente forte et qui est portée depuis longtemps par l'agglo et l'ensemble des élus pour ça. On a un programme de l'habitat qui est ambitieux. On s'est fixé la règle des 3 tiers.
où on demande que dans chaque opération immobilière, il y ait un tiers de logement social, un tiers en accession, c'est le BRS que vient de vous décrire Christophe, et un tiers de logement libre. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui, à chaque fois, font de plus en plus, vous l'avez dit aussi, porter le coût, le prix de tout ça, la charge un peu plus toujours à la collectivité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la crise du logement est telle qu'on se trouve dans une situation où on a beaucoup d'opérations qui sont plus en capacité de sortir, en fait, qui sont bloquées économiquement parlant. Donc il y a énormément de leviers à mobiliser. On le fera. On sait que c'est la pierre angulaire de, allez, on va dire 90% des problèmes que rencontrent nos concitoyens, qu'il faudra qu'on soit proactif dessus. Et je me permettrai juste de finir en rappelant ce que j'ai aussi un peu évoqué tout à l'heure, à savoir cette fameuse loi Amiel qui doit atterrir, qui a été demandée, qui est née quelque part sur ce territoire, hein, quand il y a eu la constitution du livre blanc de la fonction publique qui avait été rendu au ministre dont j'ai mangé le nom, ça finit en I, enfin bref, donc qui avait pris quelques décisions à la suite de ça, notamment la prime de vie chère pour les personnels du territoire, et cet engagement qu'on ait une loi qui nous permette de loger les personnels essentiels, les personnels de nos collectivités, ou enfin que ce soit collectivités locales, fonction publique hospitalière et que sais-je. Donc voilà, ce soir, on subventionne, et c'est là un geste fort de la collectivité d'aller subventionner effectivement de l'accession sociale. Pour avoir vu beaucoup de ces appartements livrés sur le territoire, parce qu'il y a des opérations un petit peu partout qui se sont faites, dans d'autres communes également aussi, ce sont souvent des gens qui n'auraient jamais pu, sans ce dispositif-là, devenir un jour propriétaire. En fait, le parcours résidentiel est complètement grippé sur ce territoire. Et c'est ce type de produit qui permet à des jeunes, à des primo-accédants, de quitter le logement social et donc de laisser une place pour quelqu'un d'autre, pour une autre famille, d'accéder à la propriété, de commencer à se constituer un patrimoine. C'est sous condition, hein, il ne faut pas le revendre. Enfin, vous avez pendant 15 ans l'interdiction de le revendre avec plus-value, c'est quand même strictement encadré, mais ça permet de refluidifier ce parcours. Donc il faudra multiplier ces choses-là. Ça va impliquer effectivement que les collectivités dépensent toujours plus pour loger ceux qui en ont besoin. Donc je vous rejoins, et c'est une priorité absolue. On est d'accord. Alors j'ai une demande de prise de parole de Nicolas. Oui, merci. Pour peu, je me croirais presque à l'aglo dans l'ancien mandat. Ah bah je suis toujours le même. Et voilà. Mais c'est plus mon cas. Par contre, non, je souhaitais rassurer peut-être Monsieur Limissi à l'aglo. Nous avions été en plein soutien, et même plus qu'en plein soutien. Je m'étais battu, et pas que moi, et avec donc Monsieur le maire actuel d'Annemasse, pour que soit créée au niveau de l'aglo une taxe sur les résidences secondaires. Ça a été une bataille. Il faut savoir qu'Annemasse n'est pas tout seul dans l'agglo, et que des communes dirigées par des maires qui n'ont pas les mêmes idées s'opposaient à cette mesure. Or, elle vise, entre autres, à permettre d'avoir plus de résidences principales, et donc par moins de résidences secondaires. On avait aussi, mais là, on va, pareil, pas ressasser ce qui a été fait le passé, on n'est plus en campagne, ce qui a été fait l'a été. On avait effectivement décidé de lutter de façon effective, en tirant les enseignements de l'échec d'Annecy, qui s'était lancé plus vite, mais trop vite, donc pour lutter contre les phénomènes Airbnb, pour parler simplement. Et bien, si c'est poursuivi dans ce mandat et que c'est même amplifié, on l'approuvera bien évidemment. Si c'est remis en cause ou c'est diminué, eh bien, on s'y opposera bien évidemment. Voilà, merci. Merci. Bien, je vous propose qu'on reviendra sur le débat plus général sur le logement, et qu'on approuve du coup le versement de cette subvention tel que Christophe vous l'a présenté. Est-ce qu'il y avait des abstentions? Des avis contraires? Merci beaucoup. Et c'est toujours Christophe qui nous rapporte encore un point urbanisme et foncier. Pardon. On est cette fois dans la ZAC Étoile. C'est ça, troisième et dernier point pour moi. Le lot D8 de la ZAC Étoile Annemasse-Genève. On va voir sur la carte, voilà, qui est situé le long du parking Pierre Semard, derrière le complexe Martin Luther King. C'est un projet de 59 logements locatifs sociaux
qui est réalisé par le bailleur ICF, qui est une filiale de la SNCF. Sa particularité, c'est qu'il est implanté en limite du domaine public sur tous ses côtés. Et pour la réalisation de travaux d'infrastructure, il est nécessaire de mettre en œuvre des parois de soutènement provisoires, c'est-à-dire de travailler le sous-sol sur la partie du domaine public. Donc c'est sous le domaine public. Donc il est nécessaire de signer un protocole d'accord avec ICF pour autoriser cette occupation provisoire du domaine public. C'est aussi simple que ça. Je vous demande d'approuver les termes du protocole d'accord pour la réalisation des travaux de tréfonds, pour utiliser le terme technique, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit protocole d'accord, à intervenir entre ICF Habitat Social et la commune d'Annemasse, ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci beaucoup, Christophe. Bon, on est encore dans le logement, mais le logement social cette fois. Locatif, social, pardon. Y a-t-il des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, donc je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Christophe. Et je vais passer maintenant la parole à Emma Bonnet pour une demande de dérogation vis-à-vis du repos dominical. Emma. Donc, en date du 23 avril 2026, la Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités, donc la DDETS, demande une dérogation préfectorale au principe du repos dominical. Le Code du travail permet au préfet d'accorder à une entreprise une dérogation individuelle au repos dominical. La demande de dérogation a été présentée par la société EOS Ouvrage. Elle concerne 13 salariés volontaires, donc 4 intérimaires qui travaillent le dimanche 31 mai 2026 dans le cadre d'une opération coup de poing sur le chantier de construction de la passerelle de la ZAC Étoile reliant l'avenue Émile Zola à Annemasse et la rue du Gaz à Amby. Ceci étant exposé, vu la demande de la DDETS, vu le Code du travail et notamment les articles mentionnés juste avant, considérant que la ville était invitée à rendre un avis sur la demande de dérogation précitée, il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande de dérogation au principe du repos dominical présentée par la société EOS Ouvrage, 314 rue des Champagnes, 73 290 La Motte-Cervelex pour le dimanche 31 mai 2026. Merci beaucoup pour la présentation. Je crois qu'on avait une délibération comparable en rapport aux travaux du tram, hein, où il fallait effectivement qu'il y ait des équipes qui puissent intervenir sur le dimanche, notamment, hein, pour gêner le moins possible et puis être efficaces dans leur action. Donc là, même sujet, mais par rapport à effectivement la passerelle qui enjambe les voies ferrées et relie la ZAC au centre-ville d'Annemasse. Est-ce qu'il y avait des questions ou remarques sur ce point ? Si c'est bon pour tout le monde, je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. On continue. Merci Emma. On continue avec Nasser Hadji qui va nous présenter donc la désignation du représentant de la collectivité dans la SPL d'efficacité énergétique, la SPL OSER. Nasser, je te laisse la parole. Voici. Bonsoir à tous. Merci Gabriel pour la parole. Donc déjà la SPL OSER, qu'est-ce que c'est? La SPL OSER, c'est une société publique locale d'efficacité énergétique. C'est une entreprise publique avec comme actionnaire la région et des communes. Donc en fait c'est vraiment public, il n'y a pas d'actionnaire privé dans cette société-là. Dans son CA, le CA donc le CA est composé de 12 administrateurs, donc, dont 4 qui représentent la région. Un administrateur représente Annecy, un autre représente Bourg-en-Bresse, un dernier Grenoble, et 5 autres représentent les actionnaires minoritaires, dont Annemasse. Concernant leur champ d'action, la SPL OSER a comme champ d'action le conseil, l'accompagnement, mais aussi l'audit sur tout le patrimoine bâti public dans le domaine de l'énergie.
Pour vous donner un exemple, nous, à l'échelle d'Annemasse, la SPL Lozère a aujourd'hui un mandat de représentant de maître d'ouvrage pour la maison Nelson Mandela, qui normalement devra être livrée d'ici fin d'année. Mais pas seulement ça. Et puis voilà. Donc Gabriel, je te laisse la parole. J'ai essayé de faire succinct pour pas essayer de lire. Très bien. Tout. Merci. Merci beaucoup, Nasser, c'était parfait. Et oui, je prends le relais parce qu'il faut qu'on désigne un représentant. Et il était quand même malvenu que Nasser s'auto-désigne ou s'auto-proclame. Donc, bien entendu, je vous soumets donc sa candidature pour nous représenter au sein de cette SPL. Donc, je pose la question formellement, est-ce qu'il y a d'autres candidats dans l'Assemblée? Et s'il n'y en a pas, tout le monde, j'imagine, est OK avec le vote à main levée? Je ne vois pas d'opposition, donc je soumets à votre approbation la candidature de Nasser. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contraires? Merci beaucoup. Merci Nasser. Et du coup, je te laisse la parole pour poursuivre sur la SPL avec la question de l'augmentation de son capital. Alors exactement, en fait, pour faire au plus simple, aujourd'hui, la SPL donc, est composée de certaines communes de la région, a pour objectif de travailler que sur ces communes-là et que sur la région, afin que d'autres communes puissent déléguer des mandats justement d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de représentation de maîtrise d'ouvrage, ou même d'audit sur leur patrimoine bâti. Il faut que ces communes, adhèrent en fait au CA. C'est pour cette raison-là qu'on a cette délibération aujourd'hui, afin de pouvoir augmenter le capital de 500 000 €, qui n'engendrera aucun coût pour Annemasse, vu que ce n'est pas Annemasse qui paiera ces 500 000 € là, mais ce sera les nouvelles communes qui voudront adhérer à la SPL Lozère. Merci Nasser. Est-ce qu'il y avait des remarques ou questions? Oui, Nicolas. Oui, merci. Alors, il n'est pas question de s'opposer à ça, hein, bien évidemment, déjà parce que ce ne sont pas des gros capitaux investis, mais parce que l'objet de la SPL est tout à fait louable et il faut soutenir. J'aurais une question, une remarque. Donc la question porte sur, vous avez évoqué qu'il y avait d'autres projets. Eh bien, si jamais vous pouviez nous porter à connaissance, ce serait toujours intéressant parce que la SPL, nous, on avons travaillé avec elle pour la maison Nelson Mandela. C'était un travail tout à fait bien mené, hein, de grande qualité de leur part d'ailleurs, dans ce qui nous a été proposé. Et donc voilà, moi j'inciterai à poursuivre éventuellement, si vous le souhaitez, c'est vous qui décidez, le travail avec eux, mais j'ai pas connaissance d'autres projets. Non, la remarque après. Il faut savoir que la SPL Lozère, la ville est donc ultra minoritaire. De mémoire, elle avait 0,13% du capital, mais ça va diminuer un petit peu. Et la région était ultra majoritaire, même si c'en était retiré. Et c'est là où j'en viens, parce que la SPL Lozère, c'est surtout l'objet d'Éric Fournier, et pas de Laurent Wauquiez, qui est une sorte de dirigeant de l'ombre de la région. Et il faudra donc veiller à ce que ce ne soit pas démembré, parce que ce n'est pas... Tout le monde à la région ne soutient pas ce que fait la SPL Lozère. Et j'ai crainte que l'objet ne soit pas dans les priorités de la région. Donc si on en est administrateur, ce qui sera le cas, il faudra quand même surveiller un petit peu qu'elle ne disparaisse pas. Merci. Merci. Nicolas, oui. Nasser, tu voulais répondre? Oui, je vous remercie pour cette remarque. Je voulais juste vous répondre par rapport à la première question concernant sur les autres projets, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc en 2025, ils ont aussi réalisé des audits énergétiques préalables sur Bois-Livron et puis aussi sur l'école maternelle de Jean-Mermoz. Je ne sais pas s'il évoquait le futur, Nasser, mais Nasser? Alors non, je pensais qu'il parlait justement pour savoir qu'est-ce qui a déjà été fait avec la SPL Lozère. Donc oui, par rapport au futur, on regardera. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je soumets donc à votre approbation ce que vient de nous rapporter Nasser. Est-ce qu'il y avait des abstentions?
Des avis contraires, merci beaucoup. Et nous revenons donc aux 2 délibérations que je vous avais proposé de reprendre en fin de conseil pour attendre l'arrivée de notre grand financier. Donc Steve, je te laisse nous rapporter ces 2 points. Voilà, merci beaucoup Gabriel. Je vais vous rapporter ici 2 garanties d'emprunt menées par Haute-Savoie Habitat. Ce sont des garanties d'emprunt qui sont sur le secteur ferré dans la résidentialisation du Perrier et on a aussi dans le secteur Gauguin. Alors la première garantie d'emprunt, elle se monte à 678 722 €. C'est une garantie qui sera sur une durée de 15 ans. Il faut savoir que ces garanties d'emprunt sont le prêt est à 2,1%, mais il n'y a pas de charge pour la collectivité. C'est une garantie qu'on octroie auprès du bailleur social et on assure en fait la banque que si le bailleur social ne vient pas à parvenir à payer son emprunt, eh bien la commune se substituera. La totalité des emprunts à aujourd'hui de la commune, c'est intéressant de le donner. J'ai demandé ce matin au service, on est à hauteur de à peu près 150 millions d'euros. Oui, alors pas les emprunts de la commune. Les garanties d'emprunt. Les garanties d'emprunt accordées par la commune. Garanties d'emprunt accordées par la commune. Donc, je le dis pour la presse qui pourrait mal entendre parfois. Et voilà, donc je vous propose au conseil municipal d'accorder la garantie de cet emprunt pour un montant de 678 722 €. Et le second, on fait les 2 en même temps, Gabriel ? Tu peux rapporter les 2, bien sûr. Oui. Et donc, la deuxième, elle est pour un montant bien inférieur. On sera à hauteur de 85 598 € sur la même durée, toujours 15 ans. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'accorder cette garantie d'emprunt pour le montant de 85 598 €. Merci. Voilà une autre façon de soutenir la production du logement social sur le territoire. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des questions? S'il n'y en a pas, donc je soumets la première délibération que Steve vous a rapportée sur le montant de garantie d'emprunt accordé à hauteur de 678 722 €. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des avis contraires? Merci. Et donc la deuxième, sur le prêt, la garantie du prêt de 85 598 €. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup à toutes et à tous. Je crois qu'on est arrivé au bout de l'ordre du jour. Et je vais simplement vous préciser effectivement que le prochain conseil se tiendra le vendredi 5 juin prochain à 18h30. Voilà. Merci à toutes et à tous de votre présence. Je vous souhaite une très très bonne soirée à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup.